Bonjour et bienvenue sur Avenue de la Liberté, la plus belle avenue du monde. Vous avez certainement déjà vu les images de cette ancienne danseuse espagnole atteinte de la maladie d'Alzheimer qui s'émeut aux larmes lorsqu'elle entend les premières notes du Lac des Cygnes de Tchaïkovski. La musique semble littéralement la ranimer. Elle se remémore intégralement sa chorégraphie précise qu'elle accomplissait quand elle était danseuse. En un mot, tout lui revient. Elle qui a 102 ans est clouée dans son fauteuil impotente et grabataire, redevient un cygne qui virevolte sur un lac, majestueuse et gracieuse. L'espace d'un instant, grâce à la musique, elle est de retour du pays d'Alzheimer. Cette vidéo est émotionnellement très forte, bien sûr, et la fulgurance de sa mémoire, une fois retrouvée, a de quoi étonner. D'autant que des histoires de cet ordre, il en existe beaucoup d'autres qui ouvrent des pistes absolument fascinantes dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. J'ai ainsi découvert le témoignage d'une jeune femme qui racontait avoir discuté au téléphone avec sa mère, atteinte elle aussi de la maladie d'Alzheimer. Comme souvent en pareil cas, la conversation est laborieuse, parce que le problème dans la maladie d'Alzheimer, c'est que la mémoire à court terme, s'étiole. Mais c'est son anniversaire, c'est bientôt l'anniversaire de la malade, alors sa fille fait tout pour maintenir le fil de la discussion, et lorsqu'elle lui demande ce qu'elle voudrait, sa mère répond un rang de perles. Et à l'évocation de ce seul objet, les perles, voilà la malade qui se met à faire une description d'une précision absolument remarquable sur la longueur du collier, la matière des perles, les détails, etc. Et le jour de son anniversaire, il y a plus étonnant encore. Car si sa fille a bien acheté le cadeau, elle s'attend à ce que sa mère ait tout oublié. Mais c'est exactement le contraire qui se passe. Elle décrit la sensation des perles sur la peau, le poids du collier, elle se met même à réciter en chantant un poème de Shakespeare où il est question de perles. S'ensuit ensuite, entre les deux femmes, une conversation sur l'art, la poésie et même la jeune fille au collier de perles de Vermeer. Quelque chose qui aurait été strictement impossible quelques jours avant. Et question évidemment, est-ce qu'il s'agit d'un miracle ? Alors d'un côté, bien sûr, on peut dire que oui, car tout espoir semblait perdu, mais en réalité, peut-être pas. Parce que si on observe notre cerveau, les zones dédiées à la mémoire et à nos émotions sont intrinsèquement liées à nos sens, des liens qui sont privilégiés. Et l'exemple le plus frappant, c'est celui du nez. Les neurones qui transportent les messages olfactifs partent en effet de la cavité nasale pour rejoindre le cerveau limbique sans passer par le cerveau cognitif. Ce qui signifie que les informations relatives à l'odorat parviennent au centre de nos émotions et de notre mémoire à long terme avant même d'être envoyées à la conscience. La science a également découvert que les odeurs familières stimulent des zones cérébrales spécifiques, dont l'hippocampe, associé à l'apprentissage, et réveillent des souvenirs anciens qui peuvent remonter jusqu'à l'enfance. Dans une parution récente de la revue Neurones, les chercheurs ont ainsi montré que les odeurs, en particulier les odeurs agréables, stimulent la mémoire. Ils ont montré à un groupe d'adultes une série d'images, chacune présentée avec une odeur. Puis, on leur a montré une autre série d'images, cette fois sans odeur, et on leur a demandé d'indiquer celles qu'ils avaient vues auparavant. Eh bien, les participants avaient de meilleurs souvenirs pour toutes les images qui étaient couplées d'odeurs. Ces résultats étaient encore meilleurs lorsque les images étaient associées à des odeurs agréables. Pour les scientifiques, le constat est clair que la principale région du cerveau qui traite les odeurs, le cortex piriforme, devient active lorsque les gens voyaient des objets qu'ils avaient vus initialement avec des odeurs, alors que les odeurs n'étaient plus présentes et que les sujets n'avaient pas essayé de se souvenir d'eux. Voilà pourquoi il est si important de sortir du monde aseptisé dans lequel on vit et au contraire de remettre du sensuel au cœur de la vie, pour travailler des souvenirs qu'on pensait perdus. Et ce ne sont pas seulement des idées, ce sont des approches qui sont de plus en plus utilisées, même à l'hôpital. Par exemple, à l'hôpital psychiatrique de Montesson, dans les Yvelines, où le jardinage, ou l'accès à la nature et des balades botaniques, par exemple, peuvent être prescrits en plus des soins dits classiques, avec des effets intéressants, notamment sur la réduction médicamenteuse, mais aussi sur les réminiscences. Nous avions une patiente mutique, raconte une éducatrice. Un jour, alors que nous plantions des salades dans le patio, elle nous a dit qu'il fallait les cercler. Elle avait appris cela avec sa grand-mère. C'était nos premiers échanges. Un geste aussi banal, planter une salade, est donc capable de délier les lèvres d'une patiente qui était jusqu'alors mutique. Tout aussi spectaculaire, une étude qui a été publiée en 2011 dans le journal de neuropsychiatrie et de neurosciences cliniques s'est intéressée à plus de 1300 patients atteints de déficiences cognitives légères pour mesurer l'impact d'une activité comme le tricot sur la santé de leur fonction cognitive. Résultat, ce type d'activité
est associé à une réduction de 30 à 50% de risque de souffrir de déficience cognitive légère et de perte de mémoire. Là encore, ce sont les dimensions sensorielles qui semblent être la clé, la concentration, la vue, le toucher, la reconnaissance des textures, etc. Et bien sûr, le sentiment d'accomplissement, de l'abandon dans l'action qui fait dire à 80% des participants qu'ils se sentent plus heureux après une session de tricot. On retrouve, si vous en avez déjà entendu parler, la notion de flow ou d'expérience optimale qui a été développée par le psychologue américain Csikszentmihalyi. Il s'agit d'une période de concentration intense sur le moment présent, vécue en perdant la notion de temps qui passe, dans l'oubli de soi, au profit d'un engagement total dans l'action en cours, et qui va jusqu'à faire oublier certains stimuli corporels, par exemple même les douleurs, les raideurs, la faim ou la soif, et alors l'oubli même, s'oublie lui-même. Et puis, je voulais finir avec un dernier cas, l'histoire d'un patient qui a été atteint, lui, de la maladie d'Alzheimer et qui s'est mis à écrire ses souvenirs dès l'annonce de sa maladie en 2001. Et alors qu'on ne lui donnait que quelques mois, au mieux quelques petites années à vivre, il est décédé 15 ans plus tard, après avoir écrit un livre plein de ses souvenirs qu'il s'est mis à collecter chaque soir. Est-ce là encore le sentiment d'accomplissement qui a entretenu sa mémoire, ou peut-être est-ce dû à l'acte d'écrire sur le papier? Certaines études prouvent aujourd'hui que l'écriture manuscrite entretient mieux le cerveau que le clavier, et une fois de plus, la sollicitation multisensorielle, faire travailler tous les sens, pourrait être l'explication. Parce que quand on écrit, c'est aussi la main qui guide le stylo, qui exerce une certaine pression sur le papier, le grain du papier, les lettres qui se forment petit à petit sur le papier, que nos yeux vont suivre, le bruit du stylo sur le papier ou encore sur le support d'écriture. Tout cela crée une activité intense dans les zones sensorimotrices du cerveau, qui apportent des points d'accroche à la mémoire. L'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, la vue. Ces éléments, ces sens qui sont négligés presque par tous les traitements actuels, sont peut-être la piste à suivre face à Alzheimer. C'est en tout cas ce que pensent certains pionniers, comme les chercheurs de l'université de Northumbria en Angleterre, qui ont montré que certaines huiles essentielles, le romarin notamment, favorisaient des fonctions cognitives par diffusion de composés volatiles grâce à son activité anticholinéstérasique, ce qui signifie qu'elle réduit la cholinestérase qui est responsable de la dégradation de l'acétylcholine. Et puis retrouver le vertige des odeurs, des sons, des goûts, c'est se reconnecter à la vie au moins un instant, et c'est reconnecter des malades qu'on croyait perdus. Aucun médicament chimique aujourd'hui n'est capable d'en faire autant. Alors si le sujet vous intéresse, j'ajoute pour finir que ce sont des méthodes naturelles qui ont été les seules capables de sortir certains malades de la brume de la maladie et même, pour certains, de les guérir. Alors je vous renvoie à leur incroyable témoignage qui est accessible dans le lien sous la vidéo et je vous dis à très bientôt.